Mes chers compatriotes, dans quelques jours, nous allons voir arriver un déferlement de commémoration sur le débarquement du 6 juin 1944, qui va nous être présenté donc le 6 juin, opportunément 3 jours avant les élections européennes. Donc, bien entendu, on peut deviner à l'avance ce qui va se passer. On va nous faire les louanges des États-Unis d'Amérique qui sont venus libérer la France de l'Allemagne hitlérienne et donc chanter les louanges de l'alliance éternelle entre la France et les États-Unis, chanter les louanges de l'alliance entre l'Union européenne et les États-Unis et montrer que grâce à la construction européenne et grâce aux États-Unis, eh bien tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que nous sommes le camp des démocraties et nous allons avoir probablement de fines allusions tendant à comparer probablement Poutine à Adolf Hitler. Tout ceci sera appelé les commémorations du D-Day. Alors, je fais cette petite vidéo pour simplement démasquer ici une réécriture de l'histoire complète sur ce qui s'est vraiment passé le 6 juin 1944 et dans les jours suivants, et donc pour montrer à quel point il y a une vérité cachée, la vérité cachée du débarquement, qu'est-ce qu'il y avait derrière. La première chose qu'il faut savoir, lorsque j'étais jeune, d'ailleurs toutes les personnes qui ont mon âge ou plus âgées se le rappelleront facilement, eh bien on ne parlait pas de D-Day en France, on appelait ça le jour J. À partir de quel moment? Je pense que c'est dans les années 80-90 du XXe siècle, sous Mitterrand, que d'un seul coup, l'anglomanie, ou plus exactement l'américanomanie ambiante, a fait que progressivement, on a changé les expressions en français pour les appeler non plus jour J, mais le D-Day à l'américaine. Mais plus fondamentalement, il faut aller voir et aller relire ce qu'a dit l'un des acteurs principaux de la Seconde Guerre mondiale, et non des moindres, Charles de Gaulle, qui avait créé la France libre, le père de la résistance française à partir du 18 juin 40, et qui explique exactement ce qui s'était passé le 6 juin 44, et qui explique quelles étaient les arrière-pensées de Roosevelt et de Churchill, Churchill étant à la remorque de Roosevelt, le président des États-Unis. Et De Gaulle avait refusé de célébrer le 6 juin 1949 pour le 5e anniversaire. Il avait refusé de célébrer le 6 juin 1954 pour le 10e anniversaire. Il avait refusé de célébrer le 6 juin 59 pour le 15e anniversaire. Et il avait refusé de célébrer le 6 juin 1964 pour le 20e anniversaire. À l'époque, en 1964, De Gaulle était à l'Élysée, au sommet de sa renommée et de sa popularité mondiale, et il s'est ouvert à Alain Peyrefitte des raisons pour lesquelles il refusait bec et ongle de célébrer le 6 juin 1944. Alors, les personnes qui sont précises, qui doutent de tout ça, se reporteront sur cet ouvrage que je cite maintes fois, et qui est le C'était De Gaulle, qui a été écrit par Alain Peyrefitte dans les années 1980. Alain Peyrefitte est aujourd'hui décédé. C'était un jeune ministre qui est ministre de l'Information sous De Gaulle et qui rencontrait Charles de Gaulle dans son bureau à l'Élysée, en tête-à-tête, plusieurs fois par semaine, notamment pour parler des questions concernant les relations avec la presse. Et Alain Peyrefitte a eu l'idée heureuse, à chaque fois qu'il sortait du bureau de Gaulle, il prenait des notes, et à chaque fois de consigner ça dans un endroit bien à part, pour pouvoir, le moment venu, et le moment venu est venu dans les années 80, eh bien, ressortir ces conversations. Alors c'est là que l'on peut mesurer, notamment dans le tome 2, qui est un trésor, qui est une mine d'informations sur ce que De Gaulle pensait de la construction européenne et des États-Unis, mais c'est là-dedans qu'il faut aller voir ce que disait De Gaulle, justement, du jour J et du débarquement. Alors, on va regarder ça ensemble parce que comme vous allez le voir, eh bien, la vérité historique est à 100 lieues de la représentation hollywoodienne que l'on va nous imposer dans les médias tous asservis à la géopolitique de Washington. Dans le chapitre 8 de cet ouvrage, dont le titre est une citation de De Gaulle, « Il faut que les Américains s'en aillent », en page 52, eh bien, Alain Peyrefitte nous rappelle comment De Gaulle avait perçu la personnalité
de Roosevelt, dont je cite Charles de Gaulle. Roosevelt était un type qui voulait dominer l'univers et bien entendu décider du sort de la France. Alors de Gaulle, ça l'embêtait. Et c'est de Gaulle qui parle de lui-même à la troisième personne. Il ne le trouvait pas assez souple. Il pensait que le jour où les Américains auraient débarqué en France, si le maréchal était encore là, il n'aurait rien à leur refuser, ce qui était bien vrai. Ensuite, Vichy étant devenu vraiment impossible, il a laissé tomber Vichy. Il a essayé de se rattraper sur Giraud. Vous connaissez l'histoire. Roosevelt ne voulait surtout pas de Gaulle parce qu'il savait que de Gaulle était un patriote intransigeant sur la défense de l'indépendance et de la souveraineté de la France. Et donc, Roosevelt essayait de trouver des plagiaires, en fait, de Gaulle, mais qui le seraient soumis à Washington. Et donc, notamment, le général Giraud, qui avait été proche de Pétain et qui, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, après l'opération Torche de 1942, de novembre 42, le général Giraud avait rallié donc les Anglo-Américains. Et le général Giraud était en fait un agent des États-Unis. Puis, voyant que ça ne donnait rien, il a essayé de se rabattre sur Herriot. Là, de Gaulle parle de Édouard Herriot, qui était un radical socialiste, qui avait été président du Conseil sous la Troisième République. C'était un vieux de la vieille, et qui avait été mis aux arrêts sous la période de Vichy, mais qui était tout prêt à collaborer avec les États-Unis. Et donc de Gaulle reprend en parlant de Roosevelt. Il a même tenté de fabriquer un gouvernement à Paris au moment où j'allais y entrer, avec Laval, Herriot, donc Pierre Laval, qui était le dauphin de Pétain, Laval qui a été fusillé à la Libération, condamné à mort, puis fusillé à la Libération. Pétain a été condamné à mort, mais gracié par de Gaulle. Et de Gaulle poursuit en disant « Tout ça a été manigancé en liaison avec Abetz ». Il s'agit de Otto Abetz, qui était le représentant d'Adolf Hitler à Paris, sous l'occupation, et avec le frère de Dulles, il s'agit de Allen Dulles, qui était à Genève pour le compte de la CIA. Il s'agissait en fait à l'époque, je crois de mémoire, que la CIA n'était pas encore créée, c'était l'OSS qui a été remplacé qui a changé de nom, qui s'est appelé la CIA, avec les frères Foster et Allen Dulles qui étaient à la CIA. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de penser que c'est une révélation sensationnelle que fait de Gaulle. Il en avait déjà parlé dans les Mémoires de guerre. C'est que les États-Unis d'Amérique, au moment de la libération, entre guillemets, ils ne voulaient surtout pas de Gaulle, ils voulaient l'écarter, et ils voulaient maintenir au pouvoir Pétain, Laval, et sortir Édouard Herriot. C'est-à-dire maintenir les acteurs de la collaboration avec l'Allemagne nazie. C'est ça qu'ils voulaient, comme ils avaient d'ailleurs voulu le faire en Algérie, puisque lorsqu'ils avaient débarqué avec l'opération Torche, ils avaient voulu maintenir à la tête de l'Algérie l'amiral Darlan, qui était le deuxième dauphin de Pétain. Alors, Alain Perfit dit oui, Allen Dulles, et le général de Gaulle lui répond « Oui, c'est ça. D'abord, moi, en arrivant à Paris, j'aurais foutu ce gouvernement au clou, en fait, il veut dire au trou, c'est-à-dire il l'aurait mis en prison. Vous pensez, à l'époque, Herriot, Laval et Abetz, ça ne pesait pas lourd, tous au clou. Mais Roosevelt se figurait qu'Herriot assurerait la continuité avec la Troisième République et Laval avec Vichy, et que tout ça allait apparaître comme la République. Seulement, Hitler, ça l'a exaspéré quand il a su ça. Il a dit « De quoi Laval, Herriot et tout cela ?» Alors il a fait savoir à Laval de s'en aller à Sigmaringen, il l'a fait dire aussi au maréchal, il a désavoué Abetz, il a fait remettre Herriot dans sa prison, il a tout nettoyé. Voilà. C'est extraordinaire de penser que c'est Hitler qui a empêché la manipulation de Roosevelt, qui a empêché que les Américains maintiennent au pouvoir en France Pétain, Laval, plus Édouard Herriot. C'est peu dire que cette histoire est totalement cachée aux Français, et en particulier aux jeunes générations, comme d'ailleurs aux plus anciennes. Ça, c'était l'objectif des Américains une fois qu'ils auraient débarqué. Mais
comment ça s'est passé le 6 juin 1944 ? Et là, il faut aller dans un autre passage de ce livre, c'est le chapitre 14, intitulé « Il faut commémorer la France et non les anglo-saxons ». Je cite, ce passage est tout à fait essentiel. À la fin du Conseil des ministres du 30 octobre 1963, où Saint-Denis, c'est le ministre des anciens combattants de l'époque, a évoqué les cérémonies prévues pour la commémoration de la libération, donc en 1944, Pompidou, il est donc actuel, à ce moment-là Premier ministre, Pompidou me prend à part, écrit Alain Peyrefitte, ouvrez les guillemets, tâchez de faire revenir le général sur son refus d'aller sur les plages de Normandie. Et donc Peyrefitte dit « Je suis stupéfait et de l'information et de la demande. » Enfin, reprend Pompidou, prenez des précautions, je m'y suis cassé les dents. Saint-Denis, c'est-à-dire le ministre des anciens combattants, m'apprend ensuite qu'il se les était déjà lui-même cassés. Naturellement, je vais me les casser aussi, écrit Alain Peyrefitte. Alors Alain Peyrefitte raconte qu'il va voir Charles de Gaulle et il va lui demander de bien vouloir commémorer le débarquement du 6 juin 1944, de le commémorer le 6 juin 1964. Donc, il explique que c'est dans le Salon doré de l'Élysée. Alain Peyrefitte dit « Croyez-vous, mon général, que les Français comprendront que vous ne soyez pas présent aux cérémonies de Normandie ?» Et de Gaulle répond, d'un air sévère, note Alain Peyrefitte, « C'est Pompidou qui vous a demandé de revenir à la charge ?» Je ne scie pas, mentionne Peyrefitte, c'est-à-dire je ne réponds pas. Eh bien non, poursuit de Gaulle, ma décision est prise. La France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué d'Alger à Londres le 4 juin 1944. Il m'a fait venir dans un train où il avait établi son quartier général comme un châtelain sonne son maître d'hôtel. Et il m'a annoncé le débarquement qui allait donc avoir lieu 2 jours après, sans qu'aucune unité française ait été prévue pour y participer. Nous nous sommes affrontés rudement. Je lui ai reproché de se mettre aux ordres de Roosevelt au lieu de lui imposer une volonté européenne. C'est de Gaulle qui souligne. Et il m'a crié, donc Churchill, il m'a crié de toute la force de ses poumons. De Gaulle, dites-vous bien que quand j'aurai à choisir entre vous et Roosevelt, je préférerai toujours Roosevelt. Quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférerons toujours les Américains. Quand nous aurons à choisir entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Voilà ce que dit Churchill. Et de Gaulle poursuit. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des anglo-saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur AMGOT, c'est-à-dire Allied Military Government for Occupied Territories, c'est-à-dire gouvernement militaire allié pour les territoires occupés. Leur AMGOT qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis. Alors, à ce propos, c'est un épisode de la Seconde Guerre mondiale qui est là aussi totalement caché. Les Américains avaient préparé une monnaie dont voici ici 2 exemplaires que je vous présente, authentiques. Celui-ci, c'est un billet de 5 francs. Et comme vous le voyez, il ressemble furieusement à un billet de $. Ça, c'est l'avers. Vous voyez qu'il y a marqué série de 1944. Et au revers, il y a un drapeau français, liberté, égalité, fraternité. Là, il y a une écriture qui est au-dessus, qui est Invasion Money by USA.
qui a été écrite par sans doute la personne qui a reçu ça à l'époque et qui précise combien ça... Voilà. Invasion Money made by USA, c'est une écriture, ça ne faisait pas partie, et c'est égal à 10 cents américains. Vous voyez, à aucun moment il n'est précisé qu'il s'agit d'une monnaie américaine. On fait croire que c'est une monnaie française. Voilà, ça c'est le billet de 5 francs. Ici, c'est un autre, c'est la même série. C'est le billet de 100 francs qui lui ressemble carrément au dollar, au billet vert, comme vous le voyez, avec marqué série de 1944. Ça avait été imprimé aux États-Unis et les Américains avaient décidé de venir et de diffuser cette monnaie au fur et à mesure qu'ils allaient avancer. Ça, c'est l'avers du billet. Et ça, c'est le revers du billet. Là, il n'y a pas le drapeau bleu, blanc, rouge sur cette série. Il y a simplement marqué liberté, égalité, fraternité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que De Gaulle, qui a débarqué donc quelques jours après le 6 juin, je crois que c'est aux alentours du 15 juin 1944 qu'il a débarqué, il a découvert que les Américains avaient commencé à répandre cette fausse monnaie, qui était une monnaie d'occupation. Et donc De Gaulle est intervenu, il a nommé lui-même des préfets, des sous-préfets qu'il avait lui-même choisis, pour remplacer les préfets et sous-préfets issus du régime de Vichy, mais également il a fait interdire la diffusion des billets américains. Et c'est une lutte au couteau qui s'est passée entre De Gaulle et les Américains. Les Américains voulaient transformer la France dans un pays sous occupation, alors que De Gaulle prétendait au contraire que la France soit classée parmi les pays victorieux. Et De Gaulle poursuit, il explique donc à Alain Peyrefitte. Donc, ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis. C'est exactement ce qui se serait passé si je n'avais pas imposé, dit De Gaulle, mes commissaires de la République, mes préfets, mes sous-préfets, mes comités de libération. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement alors qu'il était le prélude à une seconde occupation du pays ? Non, ne comptez pas sur moi, je veux bien que les choses se passent gracieusement, mais ma place n'est pas là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que De Gaulle explique ? Il explique qu'en fait, le débarquement, c'était pas une libération, c'était, je le cite, le prélude à une seconde occupation du pays. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que la France, après avoir été occupée par les Allemands, aurait été occupée par les Anglo-Saxons et notamment par les Américains. Il poursuit. Et puis, ça contribuerait à faire croire que si nous avons été libérés, nous ne le devons qu'aux Américains. Ça reviendrait à tenir la résistance pour nulle et non avenue. Notre défaitisme naturel n'a que trop tendance à adopter ces vues. Il ne faut pas y céder. En revanche, poursuit De Gaulle, ma place sera au Mont Faron. Le Mont Faron, c'est dans l'arrière-pays varois, au nord de Toulon. Ma place sera au Mont Faron le 15 août, puisque les troupes françaises ont été prépondérantes dans le débarquement en Provence, que notre première armée y a été associée dès la première minute, que sa remontée fulgurante par la vallée du Rhône a obligé les Allemands à évacuer tout le Midi et tout le Massif central sous la pression de la résistance. Et je commémorerai la libération de Paris, puis celle de Strasbourg, puisque ce sont des prouesses françaises, puisque les Français de l'intérieur et de l'extérieur s'y sont unis autour de leur drapeau, de leur hymne, de leur patrie. Mais, il revient sur le 6 juin 1944, m'associer à la commémoration d'un jour où l'on demandait aux Français de s'abandonner à d'autres qu'à eux-mêmes, non.
Les Français sont déjà trop portés à croire qu'ils peuvent dormir tranquilles, qu'ils n'ont qu'à s'en remettre à d'autres du soin de défendre leur indépendance. Il ne faut pas les encourager dans cette confiance naïve qu'ils paient ensuite par des ruines et par des massacres. Il faut les encourager à compter sur eux-mêmes. Allons, perfit. Il faut avoir plus de mémoire que ça. Il faut commémorer la France et non les anglo-saxons. Je n'ai aucune raison de célébrer ça avec éclat. Dites-le à vos journalistes. Ceux qui ont donné leur vie à leur patrie sur notre terre, les Anglais, les Canadiens, les Américains, les Polonais, Saint-Denis et Triboulet, c'est-à-dire deux de ces ministres, seront là pour les honorer dignement. Alors, De Gaulle revient sur cette affaire. Tout ça, ces propos ont été tenus, je le rappelle, ont été tenus le 30 octobre 1963 à l'Élysée, alors qu'il s'agissait de préparer les festivités, ou de ne pas les préparer, pour 1964, le 20e anniversaire de la libération de la France. Donc De Gaulle voulait bien entendu fêter la libération, mais il voulait fêter le débarquement de Provence, la libération de Paris, la libération de Strasbourg, c'est ce qu'il vient de dire, mais il ne voulait pas célébrer le 6 juin 1944 pour les raisons qu'il a exposées. Alors, 10 mois après, Alain Peyrefitte remonte au créneau. Il a laissé passer l'orage et donc le 13 mai 1964, donc à en fait 3 semaines du 6 juin 1964, il repose la question à De Gaulle. Espérant que le général aura oublié sa vive réplique, ou en tout cas aura oublié que c'est à moi qu'il l'a adressée, je remets la question sur le tapis 10 mois et demi plus tard, le 13 mai 1964. Ne craignez-vous pas, si nous ne donnons pas du moins quelques explications, que votre absence le 6 juin en Normandie soit mal interprétée? Et De Gaulle répond « Mais je vous l'ai déjà dit, il n'a jamais été question que j'y aille. Je n'y suis pas allé pour le 5e anniversaire, ni pour le 10e, ni pour le 15e. Pourquoi voulez-vous que j'y aille pour le 20e? Et j'ai demandé au Premier ministre, donc à Pompidou, de ne pas y aller non plus. » D'ailleurs, le Premier ministre anglais n'y va pas, Johnson n'ira pas non plus, pourquoi irions-nous? Alors là, Peyrefitte fait remarquer que si le Premier ministre britannique Harold Wilson et le président des États-Unis, qui est Lyndon Johnson, n'y vont pas, c'est justement parce qu'ils ont appris que De Gaulle n'allait pas y aller. Donc Peyrefitte dit que Eisenhower et Montgomery, qui sont les deux chefs militaires américains et britanniques de l'époque, iront, et De Gaulle dit ce sont des acteurs qui se font payer cher par la télévision, et finalement ils n'iront pas non plus. Et le 6 juin 1964 se déroule sans qu'il y ait de commémoration particulière sur les plages de Normandie. De Gaulle n'y va pas, le président des États-Unis n'y va pas, le Premier ministre britannique n'y va pas, les chefs de guerre n'y vont pas. Voilà, donc c'est simplement mentionné dans les journaux que c'est le 20e anniversaire. Arrive le Conseil des ministres suivant, qui a lieu le 10 juin 1964, le mercredi 10 juin. Après le Conseil des ministres du 10 juin 1964, De Gaulle laisse percer encore son agacement. Voilà ce qu'il dit. « Ces messieurs de la presse, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias, qui me reprochent de ne pas aller en Normandie 20 ans après, mais que faisaient-ils alors? S'étaient-ils battus pour que la France recouvre sa liberté, pour qu'elle contribue à sa délivrance? Que faisaient-ils pendant la guerre? Ils ne se battaient ni en Normandie ni ailleurs. La libération s'est passée sans eux, elle s'est passée d'eux. » Il recule son fauteuil, cale son dos, il a envie de parler, note Alain Peyrefitte, et il poursuit ceci. Écoutez bien ce que dit De Gaulle. « Vous croyez que les Américains et les Anglais ont débarqué en Normandie pour nous faire plaisir ? Ce qu'ils voulaient, c'était glisser vers le nord, le long de la mer, pour détruire les bases des V1 et des V2. C'était les missiles qui avaient été construits par les Allemands et par notamment le fameux Wernher von Braun, l'ingénieur que les Américains, d'ailleurs, embaucheront dans le cadre du programme Paperclip et embaucheront aux États-Unis, qui sera le père de la fusée Saturne V. Ce qu'ils voulaient, c'était glisser vers le nord le long de la mer pour détruire les bases des V1 et des V2, prendre Anvers et de là donner l'assaut à l'Allemagne. Paris et la France ne les intéressaient pas. Leur stratégie, c'était d'atteindre la Ruhr, donc en Allemagne, qui était l'arsenal, et de ne pas perdre un jour en chemin.
Churchill avait demandé à Eisenhower d'essayer de libérer Paris pour Noël. Il lui avait dit « Personne ne pourra vous en demander davantage ». De Gaulle poursuit « Eh bien si, nous étions décidés à demander davantage. Le peuple de Paris s'est soulevé spontanément et il aurait été probablement écrasé sous les décombres comme le peuple de Varsovie s'il n'avait pas été soutenu. Mais il y avait des hommes qui, 3 ans plus tôt, à Koufra, c'était le fameux serment de Koufra qui avait été prêté par le futur maréchal Leclerc et sa colonne de ne pas déposer les armes avant d'avoir libéré Paris et Strasbourg. Il y avait des hommes, dit de Gaulle, qui 3 ans plus tôt, à Koufra, s'étaient jurés de libérer Paris, puis Strasbourg. Ce sont eux qui ont libéré Paris avec son peuple. Mais nous n'avions pas l'accord des Américains, poursuit de Gaulle. Quand j'ai vu que l'insurrection parisienne, donc de juillet-août 1944, allait être écrasée par une division allemande intacte qui arrivait de Boulogne-sur-Mer, j'ai donné l'ordre à Leclerc, enfin, le futur maréchal Leclerc de Haute-Cloque, j'ai donné l'ordre à Leclerc de foncer. C'est ainsi que nous avons évité à Paris le sort de Varsovie. Nous avons obligé les Anglo-Saxons à changer de stratégie. Les Américains ne se souciaient pas plus de libérer la France que les Russes de libérer la Pologne. Ce qu'ils voulaient, c'était en finir avec Hitler en essuyant le moins de pertes possible. Ce qu'ils voulaient épargner, c'était le sang des boys, ce n'était pas, donc des soldats américains, ce n'était pas le sang, les souffrances et l'honneur des Français. Effectivement, si les Anglo-Saxons avaient pu mener leur stratégie jusqu'au bout, ils auraient peut-être réussi à frapper l'Allemagne au cœur plus vite. De toute façon, Hitler aurait fini par être battu et la France aurait fini par être libérée. Mais, conclut de Gaulle, si les Français étaient restés passifs, si nous n'avions pas eu de part à la défaite d'Hitler, c'est au bout du compte lui qui aurait vaincu la France. Voilà, j'espère que ces morceaux choisis vous auront donné l'envie de lire ce livre tout à fait extraordinaire, le C'était de Gaulle de Perfit. Ici, c'est dans l'édition d'origine des éditions de Fallois, c'est le tome 2. Il y a un tome 1. Le 2 est consacré en particulier à l'Europe et aux années 60. Et puis il y a le tome 3 qui est plus sur les questions institutionnelles. Le tome 1 étant plus sur les questions concernant avant la guerre d'Algérie et les débuts de la présidence de Gaulle. Mais qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça ? Il faut conclure que, vous l'avez bien compris, que de Gaulle s'est battu pour la liberté et l'indépendance de la France. Et vous avez compris, on ne peut pas tout citer ici, mais dans d'autres ouvrages, vous découvrez que de Gaulle l'avait dit à son entourage, en parlant de Roosevelt, si vous saviez comme cet homme était méchant. Roosevelt avait écarté de Gaulle des conférences de Téhéran de 1943, où il y avait donc, qui s'était passé à Téhéran avec Staline, Roosevelt et Churchill. Roosevelt avait refusé la présence de Gaulle. Pourtant, Staline et Churchill auraient été favorables. Staline, c'était son intérêt de voir un front occidental un peu divisé. Roosevelt avait refusé la présence de Gaulle lors de cette conférence de 1943 à Téhéran, qui allait décider du futur partage de l'Europe en un camp socialiste sous la domination de l'Union soviétique et un camp capitaliste sous la domination des États-Unis d'Amérique. Roosevelt avait refusé la présence de Gaulle à la conférence de Yalta un an après, donc en 1944, qui, elle, était entrée dans le détail des États qui allaient tomber sous la domination soviétique et des États qui allaient tomber sous la domination des Américains, dont la France. Et puis de Gaulle n'avait pas pu aller non plus à la conférence de Potsdam de 1945. Roosevelt était mort le 12 avril, mais son successeur, les affaires avaient déjà été lancées, donc de Gaulle n'avait pas pu aller. Son successeur, Truman, avait été rencontrer Staline avec Churchill. Mais de Gaulle ne s'était pas avoué vaincu. De la même façon qu'il avait empêché que la France devienne un pays sous occupation militaire, parce que s'il ne s'était pas battu, s'il n'avait pas interdit aux Américains de diffuser leur monnaie, s'il ne s'était pas battu pour empêcher les Américains de maintenir au pouvoir Philippe Pétain, Laval,
quand même les deux dirigeants qui ont été condamnés à mort par la justice française en 1945, dont l'un des deux, Laval, a été exécuté. Les Américains voulaient les maintenir. Les principaux acteurs de la collaboration avec l'Allemagne hitlérienne, les Américains voulaient les maintenir au pouvoir en France après la libération. Et si De Gaulle ne s'était pas battu pour qu'il en soit différemment, nous aurions été un pays sous occupation, avec une monnaie d'occupation, comme le furent l'Italie ou l'Allemagne. Il y a les mêmes types de billets qui avaient été faits. Et rappelez-vous que ce n'est seulement qu'en 1949 que les Américains ont rendu à l'Allemagne, du moins à l'Allemagne de l'Ouest, sa souveraineté monétaire. C'est à partir de 1949 que les Allemands ont pu avoir une Bundesbank avec un Deutsche Mark. Mais les Américains ont maintenu des bases militaires dans tous ces pays, y compris d'ailleurs en France. Il y avait des bases militaires en France pendant la 4e République et jusqu'au début de la 5e République. Et c'est De Gaulle qui, en 1966, a demandé aux Américains de déguerpir, c'était de fermer les bases militaires, notamment à Châteauroux qu'ils avaient, les bases militaires de l'OTAN et des États-Unis en France, parce que la 4e République était totalement vassalisée aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, au moment même où je parle, vous le savez probablement, mais il faut bien en avoir conscience, l'Allemagne a sur son sol des bases militaires américaines avec des soldats américains qui sont là sur le sol de l'Allemagne. Alors que la France, après 1945, et les Anglais avaient aussi des troupes d'occupation, mais la France les a retirées à la fin des années 70, je crois, au tournant des années 80. Tout ceci pour dire que les commémorations du 6 juin 1944, qui vont avoir lieu le 6 juin 2024, sont des commémorations qui vont donner lieu à une réécriture, en fait, assez abjecte de l'histoire. Je ne dis pas que les Américains ne sont pas venus se battre contre les forces allemandes, c'est tout à fait exact. Je ne dis pas qu'ils ont contribué à la chute d'abord et avant tout la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord une guerre dans le Pacifique pour les Américains, leur lutte contre le Japon militariste. Mais aussi, effectivement, sur le théâtre occidental européen, ils sont arrivés. Mais ils sont arrivés, j'allais dire après la bataille, c'est pas tout à fait vrai, mais les personnes de l'époque, mon propre grand-père, quand j'étais petit, me l'expliquait, les forces qui avaient cassé l'Allemagne hitlérienne, c'était les Soviétiques. C'est l'Union soviétique avec les deux batailles héroïques et extraordinaires que furent la bataille de Stalingrad en 1942, et c'est le début de la fin, c'est le brutal retournement de la fortune militaire d'Adolf Hitler. D'un seul coup, il va aller que de défaite en défaite avec la reddition du maréchal Paulus, qui se rend donc à Stalingrad. Et puis ensuite, il y aura la bataille de Koursk, qui consacrera l'effondrement finalement des principales forces militaires allemandes que Hitler avait imprudemment jetées dans la bataille. D'ailleurs, qui, en fait, libérera une grande partie de l'Allemagne, de la Pologne, puis de l'Allemagne, ce sont bien les Soviétiques. Ce sont les Soviétiques qui découvriront et rendront public au monde l'horreur du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Ce sont les Soviétiques qui libéreront Berlin. C'est eux qui, la fameuse photo, vous connaissez, de ce soldat soviétique qui émet un drapeau de l'URSS sur le toit du funeste Reichstag de l'époque hitlérienne. Et donc les Américains sont arrivés, mais le plus gros avait été fait du côté oriental. Il ne s'agit pas ici de réécrire l'histoire en oubliant l'apport des Américains, bien sûr. D'ailleurs, De Gaulle, vous l'avez noté, lui-même soulignait et voulait rendre hommage aux morts américains, aux morts britanniques, aux morts canadiens, australiens, les morts du Commonwealth qui étaient aussi venus se battre. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que les Américains n'ont pas du tout participé à la libération de l'Europe. Mais la force qui a cassé Adolf Hitler, c'est d'abord l'URSS. Et ensuite, lorsque les Américains sont intervenus, ils avaient les mêmes arrière-pensées que les Soviétiques. Lorsque les Soviétiques sont arrivés dans l'Est européen, c'était ensuite pour mettre tous ces pays sous leur coupe, conformément aux accords de Téhéran et de Yalta.
Et les Américains, de leur côté, voulaient mettre l'Europe occidentale sous leur coupe, conformément aux mêmes accords. Sauf que, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, les Américains ont procédé d'une autre façon, en suscitant la construction européenne avec des agents qui étaient dans leurs mains. Jean Monnet avait passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis d'Amérique. Quant à Robert Schuman, sa fameuse déclaration de 1950 a été rédigée au département d'État sous l'autorité de Dean Acheson à la fin des années 50. Et à ce moment-là, on embraye sur l'histoire des débuts de la construction européenne. Je vous renvoie à ma conférence « Qui gouverne l'Europe et qui gouverne la France ?» Voilà, j'en ai terminé ici. C'est vraiment fondamental en ces jours où on va être sous un lavage de cerveau pro-américain, parce qu'on va essayer de faire comprendre aux Français qu'on doit tout aux Américains et qu'on doit tout à l'Union européenne et que donc il faut voter pour Valérie ailleurs. Bon, voilà. En gros, c'est aussi simple que ça et qu'il va falloir bientôt appeler de nos vœux de créer les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire la disparition de la France. Alors, ça, c'est une vidéo de salubrité publique, de santé mentale. Il s'agit de revenir à la vérité historique. Comme l'a dit De Gaulle, le 6 juin 1944, ça n'était pas la libération, c'était le début d'une seconde occupation par les Américains s'ils n'y avaient pas mis bon ordre. Méditez cela. Vive la République, vive la France, à bas l'Union européenne et mobilisation générale pour le 9 juin prochain. Nous devons rendre à la France sa vérité, sa liberté, son indépendance, sa dignité et sa grandeur.